Le Bayern, Tottenham et bientôt le Barça. Depuis 20 ans, tous les plus gros clubs d'Europe ont agrandi ou changé de stade. Ceux qui ne l'ont pas fait, comme les clubs de Milan ou United, vont le faire dans les prochaines années. Bon, reste à savoir si United est encore un grand club, mais c'est une autre histoire. À notre époque où le marché des transferts a flambé plus fort que l'immobilier à Paris, où les droits TV ont pris le chemin inverse, avoir un stade ultra moderne est devenu un refuge, voire une obligation pour rester en haut de la hiérarchie européenne. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors qu'attend le PSG? Comment le club de la plus grosse agglomération du continent peut rester dans l'un des plus petits stades des cadors européens? Quelles sont les solutions pour le futur du parc et quelles sont les conséquences pour les supporters? On va étudier ça avec des graphes et des cartes pour analyser les différents scénarios. On terminera par une visite du futur Parc des Princes. Enfin, c'est compliqué, mais vous allez comprendre. Cette vidéo est une suite de la précédente, mais peut être vue indépendamment. Déjà, premier problème, la taille du stade. On voit sur ce graphique l'ensemble des clubs de Ligue 1 en fonction des capacités de leur stade, ici, et de la taille de leur agglomération sur cet axe. Là, on voit Nice, par exemple, un stade de 36 000 places pour une agglomération de 970 000 personnes. Ok, on peut tracer une courbe de tendance qui montre globalement une corrélation, sauf pour les deux clubs de la capitale. Le PSG a le 4e plus grand stade pour la plus grande population, derrière le Vélodrome, le Parc OL et Pierre-Mauroy. Donc forcément, ça pose question. Mais bon, c'est pas une science exacte. Si je prolonge ma courbe en cherchant la taille idéale, entre guillemets, je trouve un stade de 135 000 places. Un peu trop grand, du coup. La comparaison, elle fait mal également quand on regarde les 14 plus gros clubs européens. Paris, un des plus gros budgets d'Europe, possède le 2e plus petit stade. Seul Stamford Bridge est plus petit, mais on est sur un cas assez particulier à Londres, où les grands clubs, et donc les grands stades, sont déjà nombreux. Le parc est plus de 2 fois plus petit que le Camp Nou rénové de Barcelone. Plusieurs fois, le président du PSG a évoqué le souhait d'un stade plus grand, afin de rivaliser avec les autres grands d'Europe. Initialement, il évoquait une potentielle démolition-reconstruction du parc, mais c'était pas au goût de tout le monde, pas du tout. Puis il a parlé d'un agrandissement du parc pour atteindre les 60 000 places. Et plus récemment, il a dit que le PSG allait mourir sans un stade aussi grand que ses concurrents, donc on parle là plutôt d'un stade de 70 000 à 80 000 places. Bon, mais physiquement, est-ce que c'est possible de doubler ou au moins d'agrandir le Parc des Princes? City l'a fait, passant l'Etihad de 48 000 places comme le parc, à 55 000 avec une extension au sud, et même à 62 000 avec une nouvelle extension au nord, qui contient aussi une fan zone, un musée, un hôtel et des nouvelles loges. Mais à Paris, le contexte est assez différent. Là, il y a le stade Jean Bouin, qui accueille tous les week-ends du rugby et du foot. Là, il y a un parc, là, il y a une école, là, il y a des logements, etc. Donc presque impossible de s'étendre, mais c'est même pas ça le pire. Souvent dans les agrandissements, on descend le niveau de la pelouse pour rajouter des tribunes. Ça peut être complexe, mais c'est faisable. Problème au parc, gros problème même, on est au-dessus du périph'. On est donc bloqué sur les côtés et en dessous. Il faut alors restructurer le parc actuel. Mais contrairement à de plus anciens stades, qui ont progressivement ajouté des tribunes, le parc est lui fait d'une coque en béton iconique, intouchable aux yeux des supporters. Sans être inscrit au patrimoine des monuments historiques, il est ancré dans une vision collective. Il reste alors que 2 solutions. La première, c'est de construire au-dessus. J'ai trouvé cette proposition, c'est des architectes qui imaginent un nouvel étage, soutenu par des piliers en forme de tour Eiffel. Vous l'aviez vu peut-être? Perso, j'aime pas trop cette idée de tour Eiffel, je pense que ça pourrait être un peu plus subtil, mais dans l'idée pourquoi pas, on touche pas au bâtiment existant, on vient construire au-dessus, donc on se met pas à dos les protecteurs de l'édifice. Mais le problème il est pas là, en fait on peut pas ajouter comme ça du poids sur les fondations existantes, qui reposent en partie sur le périphérique. Pour aller au bout du truc, faudrait sûrement couper le périph', donc je pense que c'est trop complexe. Dernière solution, on ne s'étend pas, on garde la coque en béton, mais on démolit l'intérieur. L'idée serait de rapprocher les tribunes de la pelouse, combler l'espace derrière les buts, puis d'augmenter l'angle des tribunes. Tout cela reviendrait à 500 millions de travaux et potentiellement 300 millions d'acquisitions. Je vais en reparler. Les capacités du parc seraient alors de 60 000 places. Et là, c'est vraiment le maximum théorique. Pour info, le stade neuf de Tottenham de 63 000 places aurait coûté entre 800 millions et 1 milliard. Les travaux forceraient le club à jouer ailleurs pendant plusieurs saisons. Le Barça l'a fait, le Real aussi. Mais est-ce qu'un stade de 60 000 places serait suffisant pour concurrencer les autres géants européens ? En réalité, la capacité totale ne fait pas tout, on l'a vu dans la vidéo précédente. Les places premium peuvent représenter jusqu'à 75-80% des revenus totaux de la billetterie, c'est 50% pour le parc. Donc la capacité totale, c'est bien pour l'image, c'est bien pour son public, pour l'ambiance, mais d'un point de vue économique, le plus important, ce sont les loges et le développement d'hôtels, de bureaux et de logements autour du stade. Et pour mettre en place toute cette stratégie, le mieux c'est d'être propriétaire de son stade, et là le PSG a un gros problème. Reprenons notre liste des plus gros clubs européens. La majorité d'entre eux sont propriétaires de leur stade, mais il y a quelques exceptions. Stamford Bridge appartient à un groupe de supporters de Chelsea, ça reste donc lié au club. San Siro, stade partagé par les clubs de Milan, appartient à la ville. Mais une fois ce projet réalisé, ça ne sera plus le cas.
Finalement, il ne reste que l'Etihad Stadium, propriété de la ville de Manchester. Mais les liens entre la ville et le club sont bons, ce qui a permis de mettre en place l'énorme projet d'agrandissement et de musée. C'est plus compliqué avec la mairie de Paris, vous allez voir. Si on s'intéresse à la Ligue 1, il n'y a que 3 clubs propriétaires de leur stade. Lyon, Auxerre et Lens depuis 3 mois. Tous espèrent compenser l'effondrement des droits TV grâce à leur billetterie. Pour le PSG, c'est une question de rester sur le toit de l'Europe. Il faut diversifier les sources de revenus, augmenter le poids de la billetterie en agrandissant le stade et en augmentant le nombre de loges. Pour mettre en place cette stratégie, le PSG veut donc acheter le parc à la mairie de Paris. Une offre de 38 millions aurait été effectuée. Au regard du coût de l'immobilier actuel à Paris, c'est l'équivalent d'un beau bâtiment de 3500 m². Celui-là, par exemple, a été vendu à ce prix l'an dernier. Ça voudrait dire que le parc vaut Donnarumma. C'est curieux quand on y pense. Bref, c'était pas du goût de la mairie qui évalue le parc à 300 millions et au final a déclaré plus récemment ne plus être vendeuse. Dans tous les cas, c'est pas tous les jours que le locataire veut racheter le bien de son propriétaire, parce que concrètement, le PSG est lié à la ville par un document, c'est une convention d'utilisation et d'occupation exclusive du parc jusqu'en 2044. Dans ce document, on voit que le PSG paye un loyer fixe d'1 million d'euros et une part variable. Le total se situerait entre 2 et 5 millions d'euros. Pour info, l'OM paye 8 millions à la ville. Cet écart se justifie par les travaux effectués et payés par le PSG récemment, l'agrandissement des loges notamment. Pour se défaire de ce contrat et pouvoir jouer ailleurs, le PSG devrait payer environ 20 millions d'euros. C'est pas un montant insurmontable, mais c'est un obstacle en plus. On entre alors dans une impasse. Le PSG veut être propriétaire pour faire son agrandissement, pour développer le projet autour du parc, et juste être dans le même statut que les autres cadors européens. Mais la mairie ne veut pas céder le monument, alors que des articles récents montrent déjà la présence du Qatar en France, qui bénéficie d'ailleurs d'exonération d'impôts sur l'immobilier. N'oubliez pas que l'an prochain, il y a les élections municipales, et je vois très bien le parc être un des enjeux de la campagne. Mais en réalité, dans le droit français, il y a d'autres solutions, comme le bail amphithéotique. Pour faire très simple, la ville céderait le parc pendant 99 ans, seulement le bâtiment, pas le foncier. Tous les travaux pourraient être faits et dans 100 ans, la ville récupère tout. C'est un dispositif peu connu du grand public, donc peut-être moins acceptable par le PSG. Face à cette situation, le PSG envisage de déménager. Alors regardons les critères pour ce potentiel futur stade. Le premier, c'est d'être proche du parc actuel et du centre d'entraînement de Poissy. Ensuite, il faudra avoir un foncier de 50 hectares pour créer un stade de 60 à 80 000 places et développer tout un projet immobilier. Bien sûr, être proche de transports en commun structurants. Le PSG souhaite aussi limiter la dégradation de l'environnement et de limiter les différentes nuisances, donc vaut mieux être assez loin des logements. Enfin, ça va être très important d'être soutenu politiquement. Donc passons en revue les différents candidats. Déjà, on dézoome un petit peu. Il y a bien de l'espace proche du bois de Boulogne, notamment sur les hippodromes. Donc il y a de la place et on n'est pas loin du parc. Mais là, ça serait directement artificialiser des espaces qui ne le sont pas, et petit couac, le propriétaire, c'est la mairie de Paris. Donc bon courage pour les négociations. Reste l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est un propriétaire privé, mais loin des transports en commun, et je pense pas que le PSG souhaite payer le prolongement du métro. Donc on va devoir s'intéresser à d'autres lieux. On pourrait penser au Stade de France par exemple, le PSG avait candidaté pour le reprendre, mais avec tous les événements chaque semaine, c'est assez dur à imaginer, et en plus il vient tout juste de changer de gestionnaire. Donc passons. Spontanément, certaines villes se sont proposées. C'est le cas d'Aulnay-sous-Bois, pas trop loin du Stade de France, ici là sur la friche industrielle PSA, une des plus vastes d'Île-de-France. Alors c'est pas un espace naturel, il y a des transports en commun pas loin, de l'espace, il y a un soutien politique. La ville a même créé une page sur son site et même fait des visuels. J'espère que ça leur a pas coûté trop cher parce qu'il y a peu de chances que ça arrive. Il y a déjà plein de projets sur le site, notamment la maintenance des métros. Et puis c'est jugé trop loin par le PSG, trop loin du parc actuel, et surtout du centre d'entraînement tout neuf du PSG à Poissy. La ville de Ris-Orangis s'est également portée candidate. Là, on est plus au sud, dans l'Essonne, sur un ancien hippodrome, décidément. Il y a un arrêt de tram et il y a de la place aussi. Tous les élus du coin ont même porté un maillot du PSG pour visiter le site. Mais il y a encore ces deux critères, le PSG ne veut pas artificialiser des sols et on reste loin de Poissy. Bon, on va arrêter le suspense. Il y a bien d'autres villes qui ont tenté leur chance, comme Montigny, mais les oppositions écologiques étaient vives. Aussi la ville de Châteaudun. Et là, on doit dézoomer un petit peu. Je suis tombé sur un PDF de 26 pages appelé sobrement Projet PSG, visiblement produit par la ville pour faire venir le PSG. J'arrive pas à savoir si c'est un troll ou pas, on trouve des témoignages d'habitants à la fin un peu chelous. Vous nous avez rendus fiers. Maintenant, on sait où est Châteaudun. Le rêve, c'est gratuit. Merci de nous faire rêver. Je vais acheter 4 maisons à Châteaudun. Certains des agents voulaient partir. Maintenant, ils demandent à rester. Plus sérieusement, le PSG a fait un communiqué le 13 juin indiquant que des études internes ont abouti à 2 communes, Poissy et Massy. On va approfondir ces 2 cas en commençant par Poissy dans les Yvelines. C'est là où se trouve déjà le campus du PSG, donc ça a du sens. Niveau transport, il y a le RER A, bientôt le E et le tram 13. On est aussi proche des autoroutes. Le stade serait ici. Oui, c'est une usine pour l'instant, du groupe Stellantis dont dépend Peugeot.
C'est très grand, plutôt éloigné des logements, et les politiques locales sont partantes, ça serait même elles qui auraient suggéré le site. Potentiellement, tous les critères sont valides, même si en termes de distance, ça reste loin du parc. Alors il y a déjà eu quelques levées de boucliers, surtout venant de Peugeot. Pour faire court, l'usine tourne encore, mais ça va se réduire. Afin de générer de l'argent, le groupe vendrait une partie du terrain au PSG. Concrètement, j'arrive pas à savoir sur quels espaces Peugeot pourrait rester, mais ça pourrait vite rendre l'accès du stade un peu trop éloigné du RER. Surtout, il y a encore des salariés sur le site et les syndicats craignent que l'arrivée du PSG précipite la fermeture de l'usine. Une crainte partagée par la région qui exige que le PSG et Peugeot cohabitent. Le PSG va devoir affronter la grogne de ses propres supporters. Est-ce qu'en plus, il veut se confronter aux syndicats? Ça semble compliqué. Et donc, deuxième candidat, Massy. On retourne dans l'Essonne. Et cette fois-ci, on est sur un gros hub de transport, avec le RER-B, le RER-C, le TGV, le T12, bientôt la ligne 18 du métro. Bref, pas mal niveau transport. 2 sites ont été évoqués. Le premier est ici, mais ce sont des terres naturelles, donc on peut le retirer, je pense. Et le second est là, sur ce centre commercial vide. Du coup, je suis sur le site du potentiel futur Parc des Princes. On voit que c'est un parking vide et un centre commercial vide un peu vieux derrière. Il y a juste le McDo au fond là qui est encore ouvert, mais il est dans son jus. Et juste à côté, de ce côté-là, il y a le tram, donc vraiment pas loin. Il y a déjà eu des projets de refonte de ce quartier. On voit là un plan de 2023. Les logements sont relativement éloignés, et la parcelle est au final assez petite. L'ensemble fait 28 hectares, mais je pense qu'on peut retirer le parc au nord. Et là, c'est un carrefour qui tourne à plein régime. Donc en fait, peut-être qu'il reste que 12 hectares pour créer le stade. Alors on peut superposer cet espace avec le parc actuel. Ça passe, mais on a un peu de mal à voir comment un stade plus grand pourrait rentrer. Sinon, politiquement, le maire reste plutôt neutre. Il prévoit même un référendum après les municipales, suite au mécontentement de certains habitants. Bon, il y a aussi potentiellement un problème de transport. En fait, le site est réellement relié qu'à 7 stations de tram, mais elle est carrément collée au site. Et ça, c'est généralement pas possible. Reprenons le parc. Les stations les plus proches sont à 400 mètres ou plus. Dans le design d'un stade idéal, on cherche une distance d'environ 10 minutes à pied pour réguler les flux. Du coup, il faudrait potentiellement fermer cette station les soirs de match et faire marcher les gens jusqu'au hub, qui est plutôt à 1,3 km en passant par des logements. Et là, pour le coup, c'est potentiellement trop loin. Enfin, le potentiel immobilier à développer est assez faible, je pense. Il y a déjà beaucoup de bureaux à proximité, avec le siège de Carrefour notamment, et même déjà un énorme cinéma. Bref, peut-être que le PSG va devoir convaincre ses supporters d'aller hors de Paris, et comment chanter « Ici c'est Paris » si on est à Massy. Ou à Poissy. Le parc a connu une histoire avant le PSG. Le premier club résident pendant 2 ans, c'était le PFC. Et devinez qui était le premier club à y avoir joué? Ouais, c'était l'OM. Le PSG arrive en 74 et on connaît la suite. Le club et le stade ont désormais une histoire commune, faite de grandes nuits européennes, de déceptions et plus récemment d'exploits. À quel prix le club va réussir à faire accepter un changement de stade à ses fans? Il y a un risque financier aussi. Le Barça, l'OL et Arsenal ont mis des années à se remettre de la construction ou de la rénovation de leur stade, même si on peut s'attendre à autre chose avec les moyens actuels du PSG. Dites-moi si vous avez des préférences ou des pronostics pour le futur stade du PSG. Globalement, c'est difficile d'y voir clair. Le parc actuel, il est limité, mais il est central et rempli d'histoire. Le site de Massy semble trop petit et loin des transports, mais peut-être qu'il y a un élément que j'ai oublié ou que je ne comprends pas. Au final, Poissy, ça semble être le plus réalisable, si le conflit syndical ne s'enflamme pas et que les supporters acceptent de quitter le centre de l'agglomération, comme ils ont dû le faire à Bordeaux ou à Nice. Dans tous les cas, je pense que ça bougera pas avant les prochaines municipales. On le voit, ça bloque l'avancement à Paris ou à Massy. Ma crainte, c'est que les fans soient manipulés d'un côté comme de l'autre, pris dans des enjeux financiers et politiques qui finalement dépassent les aspects sportifs et humains. Alors je vois déjà venir les commentaires, non je suis pas fan du PSG, si vous suivez la chaîne vous avez peut-être une petite idée de mes goûts. Je trouvais juste que c'était l'opportunité de compléter la vidéo précédente, que vous pouvez aller voir si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour prolonger le débat, à liker, à vous abonner, et à très bientôt.